Bonjour et bienvenue dans la Singularité. Aujourd'hui, nous sommes avec Fabrice Longer. Bonjour Fabrice. Bonjour Guillaume. Est-ce que tu peux te présenter très brièvement? Oui, tout à fait. Alors, j'ai un parcours plutôt scientifique et technique, avec classe prépa, école d'ingénieur, puis ensuite un DEA où j'ai travaillé sur les réseaux de neurones. Ensuite, j'ai créé une entreprise dans le domaine du développement logiciel, formation, installation de réseau. Et puis après, j'ai arrêté tout ça, j'ai travaillé avec des jeunes au travers d'écoles, d'associations, toujours dans les domaines quand même techniques, école d'ingénieur, ce genre de choses, pour arriver enfin à 42, pour une mise à nouveau sur les nouvelles technologies. Et puis j'ai pris la responsabilité du Labellec à 42. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour parler des interfaces cerveau-machine. Alors on a tous vu à peu près ce qui s'est dit via la conférence d'Elon Musk, donc de sa société Neuralink en juillet. Alors, est-ce que c'est quelque chose de bien, de mauvais? Est-ce que c'est une grande avancée pour l'humanité ou bien quelque chose dont on devrait avoir peur? Alors Elon Musk a la faculté de toujours faire des effets, des annonces, tout ça, qui peuvent faire peur par moments. On peut des fois même traiter ces avancées de complètement irréalistes. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ça finit par marcher. Donc moi, j'ai entendu beaucoup de choses sur Neuralink, voilà, c'est n'importe quoi, etc. Maintenant, il a prouvé qu'il était capable de faire beaucoup de choses. Donc, est-ce qu'on doit en avoir peur? Faudra voir. Par le passé, il y a eu des avancées technologiques qui ne faisaient pas peur au départ, qui ont fait peur après. Qu'est-ce que ça va donner? On passe souvent par cette phase de... Enfin, on ignore un peu le sujet pendant un moment, et puis après, on pense que ça va être dangereux. Et puis finalement, on voit que tout le monde l'adopte, donc un peu comme Internet, ou le nucléaire, ou les smartphones. Est-ce que tu penses que ça va suivre cette évolution aussi? Alors, peut-être ça suivra cette évolution. D'un point de vue technique et technologique, enfin pour moi en tant que scientifique, c'est exceptionnel, effectivement. Maintenant, que va-t-on en faire? Je parlais du nucléaire, par exemple. C'était une des avancées que je pensais tout à l'heure. Quand on a découvert la fission de l'atome, l'énergie, etc., c'était extraordinaire. Et puis, on en a même fait une bombe. C'était probablement moins extraordinaire. Mais voilà, comment on va s'en servir? C'est ça surtout. On voit qu'il a quand même développé pas mal d'outils et de matériel pour faire en sorte que l'opération se passe pour le mieux possible. Alors, est-ce que tu pourrais nous résumer déjà exactement en quoi ce dispositif consiste? Alors, le dispositif en lui-même, c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire, puisqu'il a construit une machine pour implanter ce système directement dans le cerveau. Donc, sans rentrer dans les détails techniques, on va aller brancher des fils sur le cerveau. Alors, attention, on est en micron, voilà, des choses comme ça, donc c'est vraiment ultra petit. Et il a construit un appareil spécifiquement pour faire ça. Donc déjà, un appareil spécifique, donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça a déjà été tenté, alors pas sur l'être humain pour l'instant, me semble-t-il en tout cas, mais voilà, probablement que ça marchera. Alors concrètement, donc via cet outil-là, il sera possible de capter les données émises par le cerveau. Comment ça peut fonctionner? Comment ces électrodes vont tirer les informations de notre cerveau? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Alors, on utilise déjà tout ce qui est impulsion électrique, électromagnétique au niveau du cerveau, puisqu'aujourd'hui, on est capable, à partir d'un casque et en réfléchissant à ce qu'on veut faire, à faire par exemple décoller un drone, atterrir un drone. Moi, j'ai fait l'expérience lors d'un salon où effectivement, en pensant à un ciel bleu, par exemple, l'appareil décollait, et en pensant à de l'herbe verte, l'appareil atterrissait. Donc on est déjà capable d'avoir une interaction aujourd'hui. Là, on va l'avoir en direct, donc au lieu de passer par des ondes, etc., on va pouvoir toucher des points plus précis. Et donc après, qui va commander qui? Est-ce le cerveau qui va commander la machine ou est-ce la machine qui va commander le cerveau? Donc là, on commence à arriver dans effectivement, la question que tu me posais, c'est qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que concrètement, on peut tirer des informations via ce système-là, mais on peut aussi, je pense, en injecter. Donc on peut recevoir des informations, on peut stocker via ce dispositif des informations dans notre cerveau.
Est-ce que ça peut fonctionner de cette façon-là? Alors, stockage de données, je ne peux pas te dire, puisque ne sachant pas trop comment les données sont stockées, puisque c'est plutôt un ensemble d'informations qui parcourt notre cerveau et qui ressort au moment opportun. Mais effectivement, une interaction entre les deux, c'est sûr. Dans quel sens et pourquoi faire, voilà la question. Et en particulier, moi j'ai pu voir un petit peu aujourd'hui deux approches. Une approche plutôt médicale, qui consiste à dire on va pouvoir se servir de ce système pour guérir des gens sur certaines maladies, type Parkinson, etc. Donc, un point de vue médical. Et le point de vue d'Elon Musk, qui est plutôt de dire on va pouvoir créer comme ça un surhomme qui, par rapport à un sujet très important aujourd'hui, qui est l'intelligence artificielle, ce surhomme ne sera pas dépassé par l'intelligence artificielle. Ce qui peut sous-entendre aussi, y a-t-il une obsolescence humaine? Voilà. Est-ce qu'on n'assiste pas à la naissance de deux types d'humains, les humains augmentés et les humains qui ne le sont pas? Est-ce que ça n'a pas... On est déjà dans une société où il y a beaucoup d'écart social. Est-ce que ça n'a pas creusé plus d'écart social? Est-ce qu'il n'utilise pas cette excuse de dire oui, c'est pour aider médicalement des personnes atteintes de maladies pour après essayer de le vendre à plus de personnes, les gens qui en ont les moyens ou qui en ont envie? L'armée, par exemple? Par exemple, peut-être. Voilà, oui, on en revient toujours au même sujet sur ces points-là. Maintenant, tu parles d'humains augmentés, donc on peut se poser la question, si on parle de cyborg, on se pose moins de questions, parce que là, on a une approche plutôt, c'est un robot à apparence humaine, ou alors c'est un humain qui a des capacités numériques. Donc là, la présentation est importante aussi, de savoir comment ça va être présenté dans le futur. Alors via ce dispositif, qu'est-ce qu'on serait capable de faire? C'est-à-dire que si tu l'avais exactement maintenant, ce dispositif, et que tu as un ordinateur en face de toi, ou est-ce que tu serais capable de contrôler cet ordinateur-là, ou est-ce que tu serais capable de contrôler un drone, par exemple? C'est le but. Oui, c'est clairement le but. Et une des volontés d'Elon Musk, c'est de passer outre cette interface qu'on a aujourd'hui en disant que l'interface digitale et visuelle qu'on a aujourd'hui est quelque chose d'extrêmement lent. On met un temps fou à appuyer sur des touches de clavier. C'est-à-dire que notre cerveau a déjà pensé à une centaine de touches sur lesquelles on doit appuyer, mais avant qu'on ait appuyé dessus, il se passe un certain temps. Donc là, ça sera quasiment instantané, à l'échelle humaine en tout cas, on pourra voir que c'est instantané. Donc en termes d'interfaçage, oui, il y aura une très très grande rapidité au niveau action, réaction, à la fois de notre part et en retour. Donc on parlait des potentielles maladies qui pourraient être soignées via ce dispositif. Est-ce qu'une personne malvoyante, non-voyante, pourrait bénéficier de ça, ou bien quelqu'un qui est paralysé, qui a eu un problème au niveau des transmissions des nerfs dans le corps? Est-ce que ça pourrait l'aider à remarcher ou avoir une vie normale? Alors, certainement que ça pourrait apporter des solutions. Il existe aujourd'hui des systèmes déjà pour les malvoyants, pour leur donner des informations au niveau du cerveau, mais c'est plus un peu sous forme d'ombre, de choses comme ça. Là, effectivement, on pourra aller plus loin, puisqu'on va toucher des zones beaucoup plus précises du cerveau, donc on pourra envoyer certainement des informations beaucoup plus précises. Ensuite, en ce qui concerne tout ce qui est paralysie, etc., effectivement, on pourra également aller interagir à partir d'informations qui proviennent du cerveau, directement dans la moelle épinière pour probablement actionner des muscles, des choses comme ça. On sait aujourd'hui déjà actionner des muscles, mais là, l'idée, est-ce que c'est de raccorder la moelle épinière? C'est fort possible. Mais de manière générale, de toute façon, d'un point de vue scientifique, on ne peut pas se mettre de limites, à part des limites peut-être éthiques, ça c'est autre chose, mais techniquement, technologiquement, la science n'est pas faite pour avoir des limites. Donc à tout ce type de questions, on peut répondre que oui. Même si aujourd'hui, tout le monde dirait non, on ne sait pas faire, mais on aura toujours un Elon Musk qui dira si, moi je vais le faire. Ouais. Et du coup, il va nous démontrer que c'est possible.
parle quand même de quelqu'un qui a envoyé sa voiture dans l'espace, donc... Voilà. Bah oui, si on ramène ça à quelques dizaines, petites centaines d'années, où effectivement on se demandait comment est-ce qu'un engin, quel qu'il soit, allait pouvoir quitter le sol sur plus de 20 mètres, voilà, aujourd'hui on envoie carrément une voiture qui n'a aucun rapport avec la structure volante, qui est juste un poids mort, et bah oui, on y arrive à l'envoyer. Donc on aurait raconté ça à Berlioz, et il aurait écroulé de rire. Alors, Elon Musk a dit qu'il voulait faire des tests, avoir son premier patient humain avant la fin 2020. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Parce qu'on peut quand même envoyer des informations, on reçoit des informations, on en envoie. Est-ce qu'on va pouvoir, je sais pas, avoir de la pub, nous envoyer de la pub directement dans le cerveau, ou bien nous induire certaines choses? Moi, je préférerais te répondre qu'il faut peut-être faire confiance au comité éthique qui va gérer ça, parce que c'est trop complexe, c'est trop nouveau comme sujet. Et est-ce que le commun des mortels, comme moi, comme toi, est-ce qu'on a une capacité de pouvoir juger ça? Il y a des gens dont c'est le métier de juger ce genre de choses et de circonscrire tout ça, mais encore une fois, à toutes ces questions, d'un point de vue scientifique, on ne peut répondre que oui. Oui, ça sera faisable. Mais est-ce qu'il faudra le faire? Est-ce que c'est souhaitable d'aller dans un futur comme ça? Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on peut éviter? Ouais. Est-ce qu'il était souhaitable d'installer des téléphones pour que les gens puissent se parler à distance et n'aient plus besoin de se déplacer pour s'entendre? Voilà. Par rapport à la communication, deux personnes qui ont ce dispositif pourront communiquer d'une façon différente, une sorte de télépathie. Elon Musk l'a annoncé, mais... Alors, non, télépathie, je pense que c'est pour faire rêver. Hein. D'accord. Non, ce ne sera pas de la télépathie. Enfin, dans un premier temps, en tout cas, la solution simple et quasiment évidente, c'est que une fois que ton cerveau est relié à on va appeler ça un ordinateur pour simplifier, et que mon cerveau est relié à un ordinateur, on sait déjà mettre un câble entre les deux aujourd'hui pour qu'il fonctionne en réseau. Voilà, moi j'appelle pas ça de la télépathie. Donc j'ai un assistant numérique super évolué à qui je peux transmettre des informations et qui te les envoie via réseau. On parlait de la téléphonie tout à l'heure, la visioconférence, c'est la même lignée tout ça. Donc c'est pas de la télépathie. Est-ce que ce serait pas la naissance de l'Internet 2.0? C'est-à-dire qu'on pourrait s'envoyer des émotions, des souvenirs? Oui, moi je préférais parler d'Internet 8.0. Ah oui, carrément. Oui, il y a peut-être d'autres étapes avant. Ce qui s'est passé ces dernières années d'un point de vue technologique, on a une technologie qui a évolué de manière exponentielle. Entre la découverte du feu et la découverte de la roue, il s'est quand même passé beaucoup de temps. Aujourd'hui, entre la découverte de l'atome et la bombe atomique, il s'est quand même passé beaucoup moins de temps. Ce qu'on pouvait faire du silicium et les ordinateurs qu'on a aujourd'hui, on commence à parler de dizaines d'années, voire d'années, en termes d'évolution dans le domaine du numérique. On a des lois d'évolution qui sont de doublement de capacité tous les, je crois que c'est 18 mois, enfin quelque chose comme ça. Oui. Il y a une règle... La loi de Moore. Oui, la loi de Moore, voilà. Il y a une règle là-dessus. C'est assez nouveau. Je ne suis pas sûr que cette loi, on pouvait l'appliquer il y a quelques millénaires. En parlant donc tu parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle, donc de machine learning, est-ce que ce dispositif pourra aider dans ce secteur-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra, par exemple, visuellement voir une table ou une chaise, et puis envoyer à ce dispositif le fait que c'est une table ou une chaise, et puis entraîner un modèle de machine learning via ce dispositif? Oui, ça je pense que oui, parce que moi, ayant déjà travaillé sur les réseaux de neurones il y a une trentaine d'années, effectivement au départ, et donc même avant ça, puisque c'était pas nouveau quand j'ai travaillé dessus, l'idée était d'analyser le comportement des neurones de manière générale, avec les transmissions d'informations, les retours d'informations, et de monter des modèles numériques à partir de ça, pour simuler le fonctionnement du cerveau. De là, on découle ensuite toute l'intelligence artificielle telle qu'on l'a connue et qu'on la connaît aujourd'hui. Donc oui, il y a un fonctionnement qui, de base, est assez similaire
avec un système d'auto-apprentissage pour reconnaître. On ne naît pas en reconnaissant une table. C'est parce qu'on apprend que ça, c'est une table qu'on finit par la reconnaître. Donc oui, là, il pourra y avoir de la reconnaissance. Le cerveau humain a probablement des capacités que n'ont pas encore les machines, puisque quand on fait du machine learning aujourd'hui, il y a deux grandes parties dans la mise au point. C'est la data, donc ça c'est le gros sujet d'aujourd'hui, hein. La richesse c'est la data, mais il y a le côté exploitation de la data qui est encore un peu sorcellerie, hein, quand même aujourd'hui. On tourne des boutons, on ajuste des variables, on fait « Ah, ça marche mieux !» Bon, c'est bon, on a le modèle qui fonctionne, voilà. Donc la solution c'est d'utiliser le cerveau. Voilà, ça c'est la partie vraiment simulation du cerveau. Donc effectivement, si on arrive à envoyer toutes ces datas au cerveau, on pourra probablement avoir des vitesses de réaction. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit ton œil qui voit une table, on t'envoie les informations de photos et ton cerveau pourra aller probablement classifier ça dans la catégorie table. Donc là, voilà, c'est l'ordinateur qui va servir du cerveau humain. Ce que je disais au début, c'est l'information peut être bidirectionnelle. Et la question à ce moment-là, c'est qui se sert de qui? Ou qui se sert de quoi? Ou quoi se sert de qui? Donc voir quoi se sert de quoi. La machine se servira de nous. Voilà, donc le qui est le quoi, c'est est-ce que l'homme est encore un homme une fois qu'il est connecté? Enfin voilà, donc là... Ça entraîne pas mal de questions sur le sujet. Voilà, des questions quand même assez métaphysiques, philosophiques, etc. Justement, est-ce que via ce système, on va pouvoir avoir des réponses à certaines questions? On sait que le fonctionnement du cerveau, c'est assez compliqué à comprendre. Est-ce que ça va nous aider à mieux comprendre la neuroscience ou... Toute nouvelle expérience, effectivement, permet d'en apprendre plus. Donc oui, on va en apprendre. Pour l'instant, je pense que l'objectif, c'est d'utiliser un petit peu déjà le cerveau et d'utiliser ce qu'on connaît du cerveau pour l'exploiter. Mais effectivement, ça va être aussi, je pense, un axe de recherche qui permettra d'aller plus loin, puisque ces électrodes, on pourra les implanter un peu n'importe où. Donc on parle là, on a évoqué les cas de reconnaissance d'image, donc on va dire on peut appeler ça, je ne sais pas, de l'intelligence peut-être, le cas de réparation physique, mais il y a aussi toute une partie mémorisation de l'information, etc., qu'on pourra peut-être exploiter avec cette machine. Alors Elon Musk disait dans sa conférence que donc, pour le futur de l'humanité, il voyait un futur où les humains évoluaient pas en marge de l'intelligence artificielle, mais avec l'intelligence artificielle. Il pense que ce système-là nous permettra de cohabiter ou coexister avec l'intelligence artificielle qui progresse chaque jour. Est-ce que tu peux nous donner ton avis là-dessus? Alors, ça me paraît un peu plus réaliste, effectivement, que de parler de surhomme, comme tu disais au départ, avec cette notion d'obsolescence de l'intelligence humaine, etc. Donc, effectivement, une nouvelle manière de voir l'homme. Et on peut évoquer des sujets comme le transhumanisme ou ce genre de choses, qui n'est pas très bien vu ni soutenu par la communauté scientifique aujourd'hui, mais qui apporte de l'eau au moulin des transhumanistes et qui refait vivre ce mouvement de l'homme nouveau. De quel œil la communauté scientifique voit ce genre de nouveaux dispositifs ou d'évolution? C'est une évolution scientifique, donc faut la considérer. Faut la considérer. De là à dire que ça sera mieux, oui, mais mieux, il faut le définir. Ça veut dire quoi, mieux? Voilà. Donc on aura des surhommes, on aura des hommes évolués, on aura une humanité qui sera complètement différente de celle qu'on connaît, peut-être, mais je ne pense pas que ça soit un problème scientifique. Le problème scientifique, c'est de faire en sorte que ça fonctionne, que ça marche, etc. Et encore une fois, ce ne sont pas forcément les scientifiques à la source de cette évolution qui vont utiliser et mettre en place cette évolution. Toujours pareil, hein, pour l'exemple heureux et malheureux plus récent, qui est la fission de l'atome. Voilà. On a à la fois fait des centrales nucléaires et des bombes. Voilà, on se chauffe, on a de l'énergie, etc. Après, on est pour ou contre les centrales nucléaires, parce qu'il y a des déchets. Donc voilà, donc
Il y a la découverte scientifique, l'utilisation qui en est faite, la bombe atomique, là les résultats sont assez clairs et immédiats, les centrales nucléaires, avec des résultats extraordinaires en matière d'énergie, puis des effets secondaires qui sont le traitement des déchets. Mais le scientifique, lui, il a fait la fission de l'atome et il a dit voilà, on va s'en servir pour ça. D'accord, ça apporte quand même une certaine crédibilité au mouvement transhumaniste. Probablement, probablement. Alors Fabrice, est-ce que tu aurais un mot pour conclure cette vidéo? Pour conclure, on est dans le domaine du numérique de manière générale, surtout ici en plus. Et là, en fait, la question qu'on peut poser de manière plus générale, donc cette invention, cette nouveauté en fait partie, c'est le numérique, c'est bien, effectivement, tout le monde doit avoir accès au numérique. Maintenant, est-ce que tout le monde a besoin et a envie d'utiliser le numérique? On a un autre parallèle avec la voiture. Aujourd'hui, tout le monde ou presque peut acheter une voiture. Maintenant, il y a des gens qui décident de ne pas en acheter pour des raisons économiques, pour des raisons personnelles. Je pense que le numérique, c'est pareil. Et donc, cette invention, il faudra peut-être laisser les gens libres de l'utiliser ou pas. Merci Fabrice d'être venu aujourd'hui. Merci Guillaume. Merci d'avoir suivi cette interview. On se retrouve très rapidement dans la singularité.